Téléspectateurs, honneur, c'est un plaisir immense d'être avec vous à nouveau sur Quisqueya, l'île mystérieuse. Je vous invite à faire avec moi un voyage merveilleux. Je commence par partager avec vous ceci. Si l'infini n'avait pas voulu que l'homme soit savant, il ne lui aurait pas donné la faculté d'apprendre. C'est de Manly Hall, le philosophe. Et en parlant de philosophie, je vais vous parler ce soir de Victor Hugo, qui fut un homme merveilleux, un homme magnifique. Et Max Gaillot a sorti en collection Pocket le tome 1 et le tome 2 qui couvrent la vie de Victor Hugo. Le tome 1, je suis une force qui va. Et le tome 2, je serai celui-là. Collection Pocket, Max Gaillot. Quand on parle de Victor Hugo, on parle toujours des Misérables. C'est inévitable. Je veux partager avec vous ce soir le film sorti aux États-Unis, Les Misérables, Columbia Picture, numéro 23999. Le film est en français et en anglais et dure 134 minutes. La version magistrale est évidemment la version française des Misérables, avec Gérard Depardieu dans le rôle de Jean Valjean. À Imavision, 6 heures, Les Misérables. On ne saurait parler des Misérables et ne pas parler de la comédie musicale. Et je veux partager avec vous les 10 ans des Misérables de Claude Michel Chambert. C'était la fête au Royal Albert Hall, le concert de gala. Et 12 ténors qui avaient tenu le rôle de Jean Valjean ont été présents sur scène. Et 250 acteurs. Les Misérables de Dream in Concert au Royal Albert Hall. Pas de numéro de série. Et pour finir, je partage avec vous Notre-Dame de Paris. Enregistrement public au Palais des Congrès de Paris, version intégrale de Gilles Amado. De Luc Plamondon et Richard Cossiante. Pas de numéro de série. Nous allons laisser Victor Hugo pour aller voir un peu ce qui se passe avec Simone Veil. C'est une femme remarquable. Simone Veil accepte de se raconter à la première personne. C'est l'histoire d'une vie. Personnage au destin exceptionnel, elle est la femme politique dont la légitimité est la moins contestée en France et à l'étranger. Son autobiographie est attendue depuis longtemps. Elle s'y montre telle qu'elle est, libre, véhémente, sereine. Il y a quelques photos qui illustrent ce livre, sorti chez Stock. Simone Veil, Une vie, chez Stock. Nous laissons l'Europe pour aller vers Cuba et faire un peu de causette à Fidel Castro, l'infidèle. C'est un roman hallucinant mais vrai entre le thriller politique, la chanson de geste et le réalisme magique à la Garcia Marquez. Cette biographie de Fidel Castro, résultat de longues années d'enquête,
de centaines d'entretiens et de témoignages exclusifs sur un personnage historique monumental, tyran, missionnaire, marxiste, jésuite, regorge de révélations sur ses amours tumultueuses, officielles et interdites, ses enfants secrets, sa haine viscérale de la famille et des homosexuels. Ce livre est de Serge Raffi, 50 ans, qui a été rédacteur en chef du magazine Elle et rédacteur en chef adjoint du Nouvel Observateur. Journaliste, écrivain, scénariste, il est l'auteur des Enfants de Gaston, La Veuve, Monsieur Gendre, Jospin, Secret de famille, et a également publié aux éditions Pauvert, Ligne de fuite, un recueil de poésie. Castro, l'infidèle, de Serge Raffi, aux éditions Fayard. Qui parlerait de Castro et oublierait le fameux Che? Nous avons tant aimé la casquette de Che. La face cachée du Che de Jacobo Machover. Innombrables sont les intellectuels qui ont chanté le Che sans avoir lu une seule ligne de ses écrits. Ils semblent déverser leur propre fantasme sur un personnage réduit à 2 photos, celle d'un homme coiffé d'un béret à l'étoile solitaire, regardant au loin vers un avenir qu'il imaginait sans doute radieux, et celle d'un cadavre torse nu, ressemblant vaguement au Christ, gisant du tableau du peintre italien du Quattrocento, Andrea Mantegna. L'auteur Jacobo Machover est né à La Havane en 1954. Exilé en France depuis 1963, écrivain, journaliste, traducteur, maître de conférences à l'Université d'Avignon, il enseigne également à l'Université de Paris 12 et à l'École supérieure de gestion. Il agit en faveur du rétablissement de la liberté et de la démocratie à Cuba. La face cachée du Che de Jacobo Machover aux éditions Buchet-Chaste. Et comme d'habitude, je vais partager avec vous mes petits trésors. Le premier, 12 hommes en colère. C'est le meilleur film d'Henry Fonda. 11 membres d'un jury déclarent un homme coupable. Le 12e est foncièrement convaincu de son innocence. De là commence toute l'histoire des 12 hommes en colère. En anglais, 12 Angry Men. Collection Metro-Goldwyn-Mayer, pas de numéro de série. Le film est en français et en anglais. Et pour finir, Patricia Cast. Patricia Cast, piano bar. Patricia chante My Man, If You Can Go, What Now My Love, Un homme et une femme, The Summer Knows, I Wish You Love, Yesterday When I Was Young, Les moulins de mon cœur, Where Do I Begin, Syracuse, La mer, If You Go Away. C'est un CD superbe pour ceux qui sont des éternels amoureux. Piano bar de Patricia Cass. Ceci, c'est pour dire bonjour et bienvenue à mon invité qui me comble de joie. C'est un bonheur ineffable de recevoir à nouveau Monsieur Dali Vallet. Dali Vallet, honneur. Honneur, Marie-Alice. Quel plaisir de partager avec vous à nouveau un voyage sur Quisqueya, l'île mystérieuse. Ce soir, ça va changer un peu de tempo car les questions que je vais vous proposer sont les questions de mes téléspectateurs. Okay. Nous avons eu une émission la semaine dernière, il y a eu des remous, les gens se sont vraiment intéressés à ce qui se disait et les questions sont devenues un petit peu plus personnelles, je crois. Et la première question est la suivante. Comment devient-on journaliste éditorialiste? Bon, journaliste éditorialiste, c'est
c'est tout simplement une étape dans une carrière, dans un cheminement, parce que ça prend un peu d'expérience dans l'expression. Ce n'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard. Ce n'est pas un coup de chance. C'est pas un coup de chance. Ce n'est pas un coup de cœur non plus. Non, 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 jamais, parce qu'en fait, quand je grandissais, j'aimais lire les éditoriaux du Petit Samedi Soir quand j'étais gosse. Je me rappelle justement les éditoriaux de Pierre Clitandre dans le Petit Samedi Soir. Et puis, comme je lisais beaucoup de grands noms de la presse française, Jean Daniel, Denis Jambard du journal de l'hebdomadaire Le Point, et puis Jean Daniel du Nouvel Observateur. Et, il y a aussi Julliard, je crois Julliard c'était à Libération, à Libé, je crois. Et puis il y avait Claude Julien qui m'a beaucoup marqué aussi du monde diplomatique. Donc j'ai grandi. Vous alliez vers les rebelles, je l'ai pris. Mais évidemment, oui, j'étais impressionné. Je vous ai dit, le bouquet qui m'a le plus marqué dans ma vie, l'un des bouquets en fait, mais en matière d'écrits satiriques, d'écrits c'est sur le social, c'était le 18 Brumaire, j'ai toujours répété ça, de Karl Marx. J'ai été passionné par ce bouquin, le style, la façon dont il s'en est pris à la société française, à l'establishment politique d'alors. Moi, je m'en inspire de temps en temps quand il s'agit de cingler, hein, quand il faut cingler quelquefois, je m'en inspire. Et puis, donc là, un journaliste est celui qui flagelle. C'est aussi un cascadeur. Qu'est-ce que c'est qu'un journaliste? Faites-moi le profil du journaliste. Pour le journaliste, c'est quelqu'un qui est à la recherche d'une vérité, mais d'une vérité apparemment à jamais introuvable. Et c'est pourquoi c'est ce qui rend le métier passionnant. Et frustrant. Et frustrant aussi, parce qu'on est toujours, on en est toujours à creuser, à scruter, à faire des recoupements. Et puis c'est ce qui rend la chose intéressante. Moi, l'idée aussi, c'est que il y a une crise, tu essaies de comprendre. Il y a un problème, tu essaies de comprendre, mais tu n'arrives jamais à atteindre le but. Atteindre le but, c'est pourquoi il te faut toujours 100 fois sur le métier, il faut toujours remettre l'ouvrage. Et avoir le goût du risque. Oui, c'est ça. En Haïti, ça prend un peu de risque, ça prend un peu d'audace pour pratiquer avec courage ce métier. Puisque on peut faire le choix de pratiquer le métier la tête baissée, d'être journaliste rien que de nom. Sur commande. Sur commande. Mais si on choisit de surnager, de dépasser les autres, ou du moins de se démarquer un peu de la foule, c'est du risque, c'est une affaire de cascadeur aussi. Des fois. Oui, mais le journaliste, il a des rêves, wow. il a des déceptions, et il a aussi ses grands moments. Comment vous les vivez? Des rêves, on peut avoir des rêves, ça a toujours à voir avec nos objectifs du moment. Parce que n'oubliez pas, par exemple, un journal, chaque journal en soi est un projet. Chaque journal est un projet. Chaque édition de journal est un projet. Quand tu fais une planification, que tu veux réaliser, atteindre tel objectif et tu ne parviens pas, soit pour des raisons X et Y, il y a des contraintes, des écueils qui se dressent entre vous et vos objectifs. Évidemment, ça crée des frustrations, mais c'est là encore. On est toujours de se remettre... on est toujours là à se remettre sur ses deux pieds pour essayer de se rattraper à la prochaine édition. Donc, à chaque fois, c'est toujours un projet. Même s'il y a des idées qui se répètent, qui reviennent dans des pages, différentes, ou du moins dans des émissions différentes, mais l'essentiel, c'est que à chaque journal suffit sa peine. Mm-hmm. À chaque journal suffit sa peine, à chaque émission aussi. Suffit sa peine. Donc on a toujours un propos. Avant d'aller faire mes émissions, je réfléchis toujours, je médite, je parle à des gens, je sais que je vais diriger mon émission en fonction de telle considération. C'est comme pour mes éditoriaux aussi, c'est la même chose. Je réfléchis toujours. Justement, j'allais vous parler de l'éditorial. Vous dites que vous réfléchissez, mais être éditorialiste, c'est quand même
une branche. Oui, c'est un C'est genre. une spécialité. C'est un genre dans le métier, oui. Il faut se spécialiser dans cette branche-là. Et je vois qu'il faut remplir un cadre. Ouais. Ne pas déborder, avoir Ouais. l'esprit de synthèse et quand même arriver à tout dire, avoir un souffle. Ouais. Comment ça se passe? Bon, en fait, moi-même, je sais que j'ai un espace précis et que je dois un peu synthétiser mes pensées, mes idées, ramasser mes idées, les synthétiser pour que l'espace puisse contenir, sans que ça ne puisse contenir le texte, sans que ça ne déborde pas. Mais évidemment, des fois, il y a des petits débordements, mais il y a des façons de gérer ça techniquement. L'essentiel, c'est que moi, avant de rédiger mes éditoriaux, je parle à des gens, je fais des appels, j'essaie d'embrasser, je dirais, les idées dominantes qui traversent la société. J'essaie aussi d'avoir le pouls de la situation, non pas en fonction de mes perspectives à moi, mais aussi en fonction de ce que d'autres personnes pensent. Donc c'est ça, c'est le processus de production. C'est vraiment un processus assez intellectuel, aussi assez artisanal, d'une certaine façon. Artisanal? Ah oui, parce que quand il te faudra mettre ça en pièces, les petits bouts d'idées qui te viennent, et en même temps, il faut rassembler ça pour rendre ça cohérent, c'est un peu artisanal tout ce travail. Donc là, c'est un puzzle. Évidemment, il y a le côté intellectuel, maintenant, rassembler ça pour rendre ça cohérent, pour donner forme à tout ça. Et c'est aussi... Oui, mais chez vous, il y a une dynamique dans le suivi du texte. On a l'impression qu'il y a comme un en-aller. Et est-ce que c'est une façon de maîtriser la chose? Est-ce que cela s'apprend? Ou bien est-ce que c'est un art? Ben, je ne pense pas qu'on puisse dire que cela, en fait, s'apprend. Je pense que c'est quelque chose qu'on vit, qu'on sent et qu'on essaie de transmettre. Il y a, étant donné que j'ai fait mes débuts aussi dans la poésie quand j'étais gosse, donc ça m'a un peu aidé à donner du rythme. C'est comme si, en écrivant mes textes, c'est comme une sorte de partition de musique que je suis. Oui, il y a un tempo. Il y a un tempo et je gère le tempo et ça devient un peu naturel. Je sais où je suis, je sais où je veux aller, je sais comment m'arrêter. Comment ménager le souffle. Comment ménager le souffle aussi. Donc ça c'est très musical et puis c'est très poétique quelque part. Donc c'est avoir le sens. Ça c'est inné chez quelqu'un. C'est pas des choses, même si tu as le métier, c'est pas sans raison que tu peux avoir deux bouquins, deux textes et qu'il y a un qui fait un effet sur toi et l'autre ne fait pas d'effet. C'est parce qu'il y a quelque chose d'intrinsèque à l'autre, à un des textes qui accroche et qui fait que le texte touche et davantage qu'un autre. Donc c'est un peu ça. Moi je pense que dans tout ce qu'on fait, il faut qu'il y ait un peu de nous-mêmes. C'est comme un enfantement. Oui, c'est un enfantement. C'est pas seulement de la technique, savoir synthétiser, c'est aussi laisser soi-même parler à travers ces textes, ce que l'on ressent, ce qui est en nous. Et d'ailleurs, quand je prends le clavier, quand je tiens mon ordinateur pour taper, en fait, j'écris toujours sur mon lit. Sur mon lit. Et si je suis derrière mon bureau comme ça... ça ne vient pas. Non, ça ne vient pas. Ça vient pas. Il faut que je sois sur mon lit. Et puis comme ça, je reste... C'est comme... Est-ce que tu te rappelles la photo de Daniela Ferrière avec sa petite machine à écrire, avec en jean et comme ça là. C'est un peu comme ça. Je dois être une situation très, très informelle chez moi, pas dans un cadre. Sinon, je ne vais pas pouvoir produire quelque chose de bon. Bon, je peux toujours écrire, mais quelque chose qui vient vraiment de Dali et qui soit du Dali, ça prend ma chambre à moi. Ça vient du lit. Oui. Il faut aller au lit avec. Ah, oui. Eh bien, alors, mais justement, en parlant du lit, je vais vous demander, quelqu'un a posé cette question. Pour reconstruire ce pays, il faut un changement de mentalité. Comment entamer ce changement de mentalité et comment réagissez-vous à cette phrase?
changement de mentalité? Évidemment, moi, je pense que nous avons une mentalité assez qui n'est pas vraiment compatible avec l'idée de modernité. Il y a une aspiration vers la modernité qui traverse ce pays depuis plus de 2 siècles. Mais jusqu'à présent, il y a toujours ce hiatus entre ce que nous aspirons à être et ce que nous sommes réellement, culturellement, anthropologiquement. Donc c'est ça tout le drame haïtien. Moi, je pense que si nous ne parvenons pas à faire ce déclic pour renverser l'ordre des choses, nos schèmes de pensée, ce sera difficile de faire naître une autre Haïti, de cette Haïti que nous avons là maintenant. Et ça, je suis très sérieux. Je pense que c'est une question assez intéressante, et dans la mesure où il y a vraiment des dynamiques culturelles chez nous qui nous mettent un peu en porte-à-faux par rapport aux valeurs de la modernité. Mais est-ce que nous allons réussir ce changement de mentalité? Bon, je ne sais pas si nous allons réussir. Est-ce qu'il y a des prémices? Je ne sais pas si nous allons réussir, mais tout ce que je sais, on doit réussir. On doit réussir. Moi, je n'ai pas la formule magique. L'essentiel, je suis de ceux-là qui pensent qu'il faudrait... ce que j'avais dit récemment, dernièrement, à la première émission, c'est d'affaire, il faut aller à la recherche de la boîte noire pour faire ce travail de déchiffrement. Sans ce travail intellectuel de déchiffrement, nous serons toujours là à patauger dans ce que nous sommes aujourd'hui, là, qui n'est pas du tout agréable. Oui, mais nous avons un patrimoine culturel qui est tellement important et qui touche l'universel, donc on a toutes les chances. Bon, en fait, les chances sont là, puisque les autres peuples ne sont pas plus intelligents que nous. C'est une façon de dressage, c'est notre façon, c'est notre éducation, nos expériences à nous qui nous rendent un peu, je dirais, un peu réfractaires malgré nous-mêmes à la modernité. Tout ceci demande une sorte de réappropriation de ce patrimoine, de ce fonds culturel et identitaire qui définit l'haïtien, mais sans ce travail de réappropriation de nous-mêmes par nous-mêmes. C'est pas quelque chose qui doit venir de l'extérieur, comme maintenant nous sommes un pays assisté, et dans tout, à tous les niveaux, et nous n'en sommes pas honte, mais je sais que nous n'avons pas honte de ça. Mais tout ce que je dis, c'est que ce travail de réappropriation de soi, ok, ça doit être une démarche haïtienne. Une démarche haïtienne. L'haïtien, il y a eu une école de pensée, des écoles de pensée qui ont traversé le 19e siècle haïtien, qui ont traversé aussi la première moitié du 20e siècle haïtien. Mais depuis, Haïti, c'est comme une sorte de bateau ivre. Je ne sais pas où va ce pays. Il n'y a pas d'idée directrice qui traverse. On a des idées, on a des élans, on a des pulsions, mais il n'y a pas d'idée motrice, il n'y a pas d'idée matricielle, ok, qui nous traverse de façon transversale, qui va de toi à moi, de moi à toi, et puis à la triangulation avec l'autre, les personnes que nous fréquentons. Il n'y a pas ça. Donc Haïti, c'est tout simplement aujourd'hui une sorte, c'est quelque chose qui est là, mais c'est pas quelque chose de défini pour l'instant. Donc, on ne saurait parler de société sans parler politique. Alors là, ça m'emmène à une autre question. Voilà. Amendement de la Constitution. J'ai avec moi là le livre de Georges Michel, La Constitution de 1987, Souvenir d'un constituant, que je me demanderais à mes téléspectateurs de chercher en librairie quand c'est d'actualité. Là, on parle d'amendement de la Constitution, un débat encore ouvert. Qu'en pensez-vous? Cette problématique est-elle mise en veilleuse par les deux pouvoirs? Mais en fait, d'un point de vue sémantique, voire épistémologique, je dirais que le terme amendement constitutionnel n'existe pas en français. C'est une invention des Haïtiens. On ne dit pas amendement constitutionnel, on dit révision constitutionnelle. Le terme, c'est révision. Mais étant donné que durant la confection de cette constitution, on était sous influence américaine, et puis en anglais, on dit constitutional amendment. On était? Non, on est toujours, en fait, pendant justement la rédaction de la Constitution, il y a cette influence-là américaine. Donc, on a fait une traduction littérale en français de Constitutional Amendment que des anglo-saxons, et puis on transpose ça dans la réalité haïtienne, et puis on met ça dans la Constitution. On dit amendement constitutionnel, mais c'est pas français.
le terme, c'est sérieux. Et ils le savent. Bon, finalement, c'est devenu quelque chose, bon, on l'admet, on le dit, mais les gens qui connaissent le domaine savent qu'on ne dit pas. Bon, ça, c'est quelque chose de très haïtien, on met tout ça de côté. L'essentiel, par commodité, je vais employer le terme, amendement, puisque c'est le terme consacré maintenant dans le contexte où nous parlons. Moi, je pense que c'est nécessaire. Dommage que Préval ait fait de ce processus de modification de la Constitution une affaire personnelle, de telle sorte que c'est justement au dernier jour, à la fin, au dernier jour de son mandat frauduleusement qui a été prolongé de manière irrégulière, mais il a fait ça au dernier jour. Mais normalement, ça aurait dû être une affaire de la société. Cette affaire d'armée dont nous parlons maintenant, ça aurait dû faire partie du projet de révision de la Constitution. Mais étant donné que M. Préval n'était pas intéressé à l'armée, il a laissé ça tel quel d'une certaine façon. Donc, je crois qu'ils avaient même enlevé le nom, mais à un certain moment, ils sont retournés encore avec l'ancien nom, Force armée d'Haïti. L'essentiel, c'est qu'il y a eu un problème. Le processus a été une affaire kidnappée par M. René Préval, et ça a donné ce que ça a donné. Dès qu'il y a kidnapping, il y a toujours un mauvais résultat. L'épilogue n'est jamais heureux. Forcing. Il y a un forcing. Donc c'est dommage, mais j'aimerais que le président Martelly publie le texte qui a été adopté ce soir-là. Mais on n'en parle pas ces jours-ci. Mais on en parle. Il y a beaucoup de pression, on en parle, hein, contrairement aux apparences, on en parle sérieusement. Au niveau du Parlement, il y a des groupes au Parlement qui font du pressing pour que le président publie ça. Moi, personnellement, j'avais rencontré en privé le président de la République, je lui en avais parlé, je lui ai dit, j'attends à ce qu'il publie ce document. Il m'avait dit, c'est pas lui, il attend le Parlement. Le Parlement, lui, dit, il attend le gouvernement. Donc, il y a un peu de jeu, de chat et la souris. J'ai l'impression aussi que le président n'est pas vraiment trop intéressé à ce texte qui a été adopté, qu'il a peut-être ses propres idées. C'est l'impression que j'ai. Parce que sinon, il aurait déjà fait quelque chose pour que ce texte soit en vigueur. Évidemment, on attend le prochain gouvernement avec M. Gariconi pour voir comment ils vont s'y prendre pour publier le texte, puisqu'il y a eu des avancées assez sérieuses, des avancées en termes d'institutionnalisation. La Cour, au niveau du Conseil électoral permanent, et normalement, j'ai entendu dire que M. Martelly va faire un conseil électoral provisoire pour 2 ans. Et c'est ce qu'a dénoncé le sénateur Steven Benoît dans sa dernière sortie contre M. Martelly récemment. C'est parce que s'il dit qu'il va faire un conseil électoral provisoire, autrement dit, il est contre il est contre le texte de la révision constitutionnelle qui a été adoptée, puisque le texte dit carrément, il faut dès l'entrée en vigueur, c'est tout simplement, il faut passer par le conseil électoral permanent. Donc vous voyez ce que je vous dis. Donc il y a le plan pour un conseil électoral provisoire lorsque la Constitution, le texte qui a été voté parle de conseil électoral permanent à mettre sur pied. Avec le pouvoir législatif, ils ont un peu allégé le processus en matière de formation de conseil électoral permanent, mais jusqu'à présent, j'ai l'impression que le Palais national a ses propres agendas là-dessus, et puis il semble à ce niveau qu'on sort du même au pareil. Mais il y a aussi quelque part, et au niveau de cette Constitution, la Cour constitutionnelle. C'est très très important. Maintenant, dès qu'il y a un problème au niveau de la Constitution, la seule solution qu'on a, c'est de faire une exception constitutionnelle durant une procédure devant les tribunaux ordinaires. Mais il n'y a pas vraiment de Cour constitutionnelle. Il y a cette institution-là maintenant qui est là. Et puis cette affaire de la plurinationalité qu'on reconnaît finalement à la diaspora haïtienne, même s'il y a au niveau des droits politiques, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, le droit d'être élus. Oui, il y a encore des restrictions. Il y a beaucoup de restrictions. Mais finalement, on finira par lever ces restrictions, puisque c'est l'Haïti de demain dépendra beaucoup d'expertise venant d'Haïtiens. Oui, il faudra équilibrer les droits et les devoirs. Oui, il faudra payer faire ça. ses taxes, etc. C'est ça. Donc, moi, je pense que le texte qui a été adopté est un texte assez intéressant et qui mérite d'être publié par M. Michel Martelly. Ce n'est pas un vœu pieux.
Bon, j'espère. J'espère, mais on ne sait jamais. On sait jamais. Et là, nous allons continuer avec les questions. La refondation de la nation, comment concevez-vous la construction de la nation haïtienne dans la conjoncture actuelle? Sachant que sans cela, il n'y aura pas d'approbation d'un projet de société et qu'on continuera dans une logique de survie. Mais, en fait, on ne saurait parler de refondation d'une nation dans une perspective conjoncturelle. Ça relève de l'intemporel, la construction d'une nation, puisque c'est quelque chose d'imaginé, une nation. Je crois que c'est l'anthropologue anglais Benedict Anderson qui disait que, justement, la nation, c'est une communauté imaginée. C'est quelque chose qu'on imagine. C'est quelque chose qui est en perpétuelle construction, en perpétuelle révision, en perpétuelle aussi fondation, en perpétuelle consolidation. Donc maintenant, ce qu'il revient de faire maintenant, c'est ce que nous disions tantôt. Il faudra se réapproprier ce que c'est l'haïtien et ensuite de comprendre ce qui s'est passé vraiment, qui a débouché, qui a provoqué le crash social et politique que nous vivons actuellement. Et de là, on fait le bilan et ensemble, on définit justement des idées forces, des idées motrices qui traversent les différents segments de la société. Et ainsi, on travaille ensemble au-delà des différences de couleurs, de classe, de formation, de connaissances. On est d'abord haïtien. Et c'est de là qu'on va construire une nouvelle Haïti. Donc, c'est une construction perpétuelle. C'est une communauté imaginée. Et dès qu'on dit imaginer, c'est quelque chose qu'on doit vouloir. Une nation, c'est une construction. C'est pas une peuplade. C'est pas un donné de la nature. C'est pas donné. L'haïtien, c'est une construction. C'est pas quelque chose de définitif. Parce qu'il y a des civilisations qui ont disparu, il y a des peuples qui ont disparu, et jusqu'à présent, il y a des peuples qui menacent de disparaître. C'est pourquoi il y a autant de résistance culturelle et identitaire. En dépit de cette idée des villages global, il y a des résistances quand même. C'est parce que les gens veulent au moins demeurer dans la différence, et ils veulent au moins garder leur singularité, leur idiosyncrasie, ce qui fait d'eux ce qu'ils sont. Donc c'est un peu ça qu'il faudra qu'on discute entre nos autres Haïtiens. Et malheureusement, j'ai l'impression maintenant qu'on fait des choses ici et là, mais les problèmes de fond ne sont pas... Oui, on parle de projet de société, on n'arrive à rien. Oui. Bon, c'est un peu ça. Et nous n'avons pas pu faire justement ce projet de société qui est peut-être à l'origine de tous nos maux, n'est-ce pas? Certains pays, alors là, je viens avec une autre question. Yeah. Certains pays n'ont pas d'armée, comme le Costa Rica, qui a des forces spécialisées qui valent une armée. L'armée est un corps de génie qui intervient en cas de catastrophe. Comment voyez-vous une cohabitation de l'armée avec les forces des pays amis, tels la MINUSTAH, l'armée et nos différents pouvoirs? Évidemment, s'il y a l'armée, il ne saurait y avoir de MINUSTAH. Parce que justement, la présence de la MINUSTAH est une négation de l'armée, et la présence de l'armée signifierait une négation aussi de la MINUSTAH. C'est dialectique, en fait. Autrement dit, on ne saurait parler de cohabitation entre les deux. On peut parler, l'un va supplanter l'autre. Si M. Michel Martelly l'a dit clairement, s'il y a une force de défense nationale, à quoi bon avoir des forces étrangères dans le pays? Moi, je pense qu'il y a des pays sans armée, mais les pays sans armée ne sont pas Haïti. Haïti est un pays qui a été construit par une armée, et c'est un pays aussi, dès le départ, le démantèlement des forces armées d'Haïti, on a vu qu'il y a un vide à l'intérieur de la société. C'est parce que l'épine dorsale sur laquelle se reposait un tant soit peu d'ordre dans cette société, c'est l'armée qui jouerait ce rôle. Et d'ailleurs, le président Martelly l'a dit, et je suis d'accord avec lui. Ce matin encore, je l'ai entendu dire à la radio, et c'est hypocrite, c'est à mon cap dit l'armée, puisque pour qu'ils en aient ministère. Nous ne voulons pas d'armée haïtienne, mais nous importons des armées des forces étrangères. Donc finalement, les Haïtiens sont devenus un peu absurdes.
dans ce qu'ils disent, sur cette affaire d'armée. On n'en a pas besoin, mais on a besoin d'armées étrangères. Moi, je ne comprends pas. On l'utilise, mais on n'en a pas besoin. Mais c'est bizarre, ça. C'est un peu bizarre. Et justement, quelqu'un d'autre vous dit l'échec de l'armée d'Haïti vient aussi du fait qu'elle a rempli le rôle de la police et s'est mêlée au peuple. Mais c'est vrai, ça a été le ver dans le fruit dont on a hérité des Américains. C'est les Américains qui ont fait ce travail une force hybride. L'armée, ce n'était pas vraiment une armée. Elle était deux choses à la fois. C'était mi-cheval, mi-bœuf, quelque chose comme ça. Donc, et c'est les Américains qui ont créé cette force, cette gendarmerie, et puis qui allait aussi remplir des fonctions de police. Donc finalement, l'armée, la population a eu l'impression que c'est l'armée qui la réprimait. Donc autrement dit, il y avait une dénaturation au départ. Et cette dénaturation, dès qu'il y a hybridité, les choses ne sont pas claires. Finalement, on va déboucher sur un mulet. C'est comme un mulet, ça n'a donné rien au bout du compte. Ça peut résister pendant 60 ans, mais ça ne pourra pas, ça n'allait pas pouvoir continuer plus longtemps. Donc maintenant, étant donné c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut aller déchiffrer pour voir et pour décoder la boîte noire. C'est ça. Au niveau du crash sécuritaire en Haïti, le problème c'était ça. C'était un peu ça. Donc maintenant, étant donné qu'on a pris conscience, une fois qu'on aura décodé la boîte noire, on se sera rendu compte que le problème c'était ça. Plus jamais ça. Plus jamais de forces hybrides, police et armée. C'est des forces qui doivent être naturellement séparées, puisque leurs fonctions ne sont pas les mêmes. L'armée est entraînée pour tuer, la police est entraînée pour protéger. Donc, c'est aussi entre 1920 et 1989, on a eu une multiplicité de coups d'État commandités par les grandes puissances internationales. Un beau matin, tout s'arrête. Plus de coups d'État. Haïti n'a plus d'armée. Et pourtant, Aristide subit un coup d'État sans la présence de l'armée haïtienne. Quelle analyse vous faites de ce fait? Bon, je ne sais pas si les coups d'État ont été commandités par les grandes puissances. Je sais que s'il y a eu des intérêts étrangers et très très forts concernés dans ces coups d'État, il y a eu des forces haïtiennes qui pilotaient aussi à leur manière ces coups d'État contre la démocratie, ou du moins contre les coups d'État entre militaires contre militaires. Des fois, c'est des dynamiques internes aussi. Donc, il ne faut pas toujours rendre l'étranger responsable de tout. Donc, mais ce que je sais que il n'y avait pas d'armée, mais on a eu un coup d'État en 2004. Il y a eu un soulèvement. Donc, le problème, justement, n'est pas une affaire d'armée. Le problème, c'est notre rapport au pouvoir. C'est comment nous gérons le pouvoir. Et si, par exemple, si M. Aristide avait été élu de manière régulière, justement, le coup d'État de 2004 n'aurait pas été possible. S'il n'y avait pas eu autant de contestations. Donc c'est ça, c'est notre rapport au pouvoir qu'il faut changer. Et changer la mentalité haïtienne signifierait aussi qu'il faut un peu redéfinir notre rapport au pouvoir, à l'État. Et c'est là maintenant, on a l'impression que plus ça change, plus c'est la même chose. L'État devient une sorte de vache nourricière, ou du moins le peuple haïtien, c'est comme des tremplins. On les utilise justement pour satisfaire ses instincts, ses besoins personnels. Donc il y a tout un travail de redéfinition. Des fois, avant la refondation, il faut une redéfinition. La redéfinition est dans l'ordre de l'intellectuel. OK? La refondation est dans l'ordre de la matérialisation de ce qui a été pensé au niveau de l'intellectuel. Donc c'est un peu ça comment je conçois le problème. Là, j'ai encore une question assez particulière. On vous demande, est-ce que vous pensez qu'il n'est pas un peu tôt pour avoir cette armée? Est-ce que c'est pas précipité, ce besoin Oui, il n'est jamais trop tôt pour un pays de vouloir se protéger quand même. Ça, c'est des argumentations un peu bizarres.
Oui. On doit toujours se protéger. C'est comme si quelqu'un qui dit que tu ne te sens pas en sécurité chez toi, tu n'as pas d'argent, tu ne dois pas même avoir un bateau pour te protéger chez toi. C'est quoi cette argumentation? Maintenant, il y a des questions. Et tout le problème, c'est au niveau des garde-fous institutionnels. Parce que les militaires, généralement, se pensaient le maître du séant, maître des lieux, généralement. OK? Maintenant, c'est comment on va pouvoir institutionnaliser suffisamment cette armée pour que les militaires se rendent compte qu'ils sont sous l'autorité des civils. Ce sont les civils qui commandent. C'est ça tout le drame là en Haïti. C'est que le militaire se croit justement le maître des lieux. Et c'est ce qui a donné sous ces coups d'État après 1986 et même avant l'intermède du Valier. Il y a eu aussi toutes ces vagues de coups d'État, d'intervention des militaires dans les affaires politiques du pays. Donc la question, c'est une affaire de trop tôt ou trop tard. C'est qu'il nous faut une force de défense nationale. Il nous faut sortir de la tutelle militaire internationale. Il faudra aussi que M. Martelly ne fasse pas de ce projet une affaire personnelle. Puisqu'on va se dire ça, c'est une affaire personnelle. C'est l'armée de Martelly. C'est une affaire de petit ami. C'est une affaire de copinage, de commérage. Et de là maintenant, l'esprit de cette armée sera au départ corrompu. Et on va avoir maintenant des problèmes, peut-être même à la fin du mandat de M. Martelly, il n'aura plus d'armée s'il arrive à constituer cette force durant son mandat. Vous comprenez ce que je veux dire? Justement, il y a un téléspectateur qui vous dit que M. Martelly a eu à prononcer cette phrase. Il y a des jeunes gens dans la rue éparpillés qui attendent de faire partie de cette armée. L'air de dire que n'importe qui, avec ou sans bagage adéquat, peut rentrer dans ce corps. Bon, ça c'est une peu exagération de la part de cette personne qui a posé cette question. Pour la simple raison qu'il va toujours y avoir des critères, puisqu'on parle d'armée professionnelle. Il va y avoir des critères, même avec l'ancienne armée. C'est un corps d'élite. Bien évidemment, il va y avoir. Moi, c'est une façon peut-être pour M. Martelly. Il y aura un screenage. Bon, c'est sûr. Si on fait une armée. Et maintenant, ma crainte n'est pas à ce niveau, puisque forcément, il va y avoir un screenage qui se fait. Ma crainte, c'est que on ne peuple pas cette armée de petits copains. Une armée de copains. C'est un peu ça. Que ça devienne une chapelle. Une chapelle. Et on a une république de petits copains, une armée de petits copains, et puis ça continue comme ça. Donc ça ne marchera pas. C'est tout. Et l'autre question, elle est encore plus personnelle. Quelles sont les émotions qui vous traversent quand vous écrivez au sujet des moments forts et en cherchant à découvrir les motivations des acteurs en place? Ça, c'est difficile. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué parce que je me demande est-ce qu'on peut comprendre ces acteurs en place. C'est des entités, à mon avis. Donc là, on vous emmène vers la psychologie. En fait, moi, je les appelle... en Afrique, dans la littérature politique en Afrique, il y a un terme qu'on appelle OPNI. C'est comme si c'est objet politique non identifié. Il y a les ovnis, objets volants non identifiés. En Afrique, il y a aussi ces affaires d'objets politiques non identifiés. J'ai lu ça dans l'ouvrage d'un anthropologue qui expliquait un peu la façon qu'on fait de la politique là-bas, en Afrique de l'Ouest notamment. Donc, en Haïti, on a de ces spécimens aussi. Moi, personnellement, j'arrive pas à comprendre ces messieurs. Comment ils décident, comment ils réagissent. C'est comme cette affaire de ratification. Oui, mais quelle émotion cela va occasionner chez vous de voir évoluer ces personnages et de voir... Quand j'étais plus jeune, j'étais très affecté. Mais maintenant non. Maintenant, je me rends compte... C'est plus intellectuel chez vous? Oui, maintenant, j'essaie un peu de rationaliser. De dire, bon, ils proviennent de tel milieu, de telle société, ils fréquentent tel type de personne, ils ont eu telle personne comme modèle, et puis ça ne peut donner que ça. Maintenant, donc là, vous trouvez des excuses à tout le monde? Non, je ne trouve pas des excuses. J'essaie de comprendre, de rationaliser les choses. Ce n'est pas des accidents, ce qui se passe dans une société, c'est des phénomènes.
Si vous avez telle classe politique qui se comporte de façon quasi générale, qu'il soit de la droite, de la gauche, il se comporte de la même manière, ce n'est pas une affaire d'excuse, c'est une affaire, il y a un creuset social, un creuset social et culturel qui nous fabrique ces spécimens de politiciens. Donc, ce n'est pas une affaire d'excuse. Il faut un peu prendre du recul pour essayer de comprendre, de cerner. Puisque je vous dis, ce qui se passe actuellement, moi, personnellement, c'est amusant. C'est pas croyable. Quand je dis amusant, c'est un peu cynique. Mais c'est pas croyable. Un matin, quelqu'un vote, c'est politique. D'un matin, c'est technique. La Constitution importe peu, la loi importe peu. Tout ce qui importe, ce sont nos calculs du bas-ventre. Donc, ça, c'est bizarre, à mon avis. Mais en fait, le temps est passé, le temps est révolu, où j'étais très secoué par ce genre de comportement. Je suis plutôt de tendance à m'associer à des jeunes, à des gens qui veulent un peu transformer les choses. Au lieu de me laisser... Ça veut dire quoi? Des jeunes qui veulent transformer en fait, il faut une nouvelle Haïti. Il faut quand même... Il faut parler d'un sentiment d'appartenance. Il faut développer un discours. Il faut développer un discours. Il faut essayer d'injecter de nouvelles idées dans la société. Si on se met à se morfondre... À partir de quoi? Injecter de nouvelles idées? Par l'école, par des rencontres que nous avons là maintenant, par... des débats dans les journaux, dans des rencontres avec des organisations de jeunes, dans les écoles primaires, secondaires, universitaires. Donc il faut qu'il y ait un mouvement. En 1934, quand les Américains ont décidé de laisser le pays, c'est parce qu'il y avait tout un combat culturel, politique à l'intérieur de la société. Ça n'a pas été un cadeau. Sinon, aujourd'hui, nous aurions pu être Porto Rico, je ne sais pas. OK? Mais l'essentiel, c'est que les Haïtiens se sont battus par les idées d'abord. Et c'est ça ce qui fait défaut là, aujourd'hui en Haïti. Il n'y a pas d'idée derrière les choses, il n'y a pas d'idée derrière les projets, on n'a que des actions improvisées, et puis tout va dans toutes les directions, et puis il n'y a pas de cohérence. Mais nous sommes un peuple jeune, donc là, vous parlez... Et vous faites référence aux jeunes. Donc, mais les Américains sont un peu très jeunes aussi, mais ils ont réalisé ce qu'ils ont réalisé. Donc la jeunesse d'un peuple ne suffit pas à expliquer toutes les bêtises, les péripéties de ce peuple. On peut toujours s'asseoir. Maintenant, les expériences sont là, les modèles sont là, on peut toujours s'organiser pour faire les choses autrement. Cette idée de jeunesse, à un certain moment, ça devient une excuse. 200 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein, relativement. Comparé aux peuples qui ont des millénaires derrière eux en termes d'existence, en termes d'expérience, comme les Chinois, les Français, tout ça. Donc, mais 200 ans, pour moi, c'est beaucoup, quand même. D'accord? Il y a une question pour vous. Pourquoi Dali Vallet n'a pas encore sorti une compilation de ses éditoriaux? Car ce serait rendre service aux jeunes, aux journalistes et enrichir le patrimoine culturel. En fait, il y a plein d'amis qui m'ont parlé de ça. Moi, je ne me vois pas en train de compiler mes textes. Je suis du genre à c'est comme... je suis du genre à produire un texte et puis je passe à autre chose. J'aime pas revenir ressasser les mêmes choses. Bon, en fait, c'est l'impression que j'ai. Moi, je sais pas, peut-être qu'un jour ça adviendra, mais c'est pas de gaieté de cœur que je vais le faire. Si je devrais faire quelque chose, c'est un autre projet construit, pensé autrement. C'est pas des textes mis ensemble. Et puis. Ce serait un autre projet construit, pensé autrement. Vous voulez partager? En fait, je crois même avoir partagé ça avec certains amis qui me sont proches. J'aurais tendance à m'adonner un peu maintenant à la fiction. À faire la fiction. C'est maintenant que je comprends pourquoi il y a autant d'écrivains en Haïti et d'artistes. La meilleure façon de dire Haïti, c'est par la fiction. De témoigner. C'est pas, oui, la meilleure façon de dire ce pays.
Et c'est pourquoi aussi tu parlais tantôt de cet écrivain-là qui écrit comme ce roman de Serge Raffin, c'est ça, donc sur Castro. Il y a un peu du réalisme merveilleux, magique dans cela. Oui, mais c'est tout un pavé, oui, c'est toute une époque. Non, mais c'est ça, mais en Haïti, moi je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen de dire ce pays que par le merveilleux, que par la fiction. Mais c'est le pays du merveilleux. Mais moi je suis un peu tenté. Et notre histoire est si belle qu'on a l'impression qu'elle est irréelle, que c'est un roman. Je suis un peu tenté ces jours-ci par cela. Je suis un peu tenté. Mais comme je suis un monomane, j'ai un peu des idées fixes des fois. Et si je m'adonne à ça, si je décide de faire ça, je vais abandonner tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pourquoi j'hésite de faire le saut. Cela effraie un peu de vous l'entendre dire. Oui, c'est comme car ça ce ne serait pas bon pour nous dans l'instant. Ah oui, parce que vous avez besoin des éditoriaux, c'est ça? Oui, de l'analyste politique également. Non, de l'éveilleur de conscience. Oui, mais moi, quand je prends une décision pour faire quelque chose, j'aime pas faire trop de choses en même temps. J'aime pas ça. Et alors, il y a aussi une autre question pour Dali Valet. A-t-il une peur intérieure? Laquelle? Wow. La peur de ne pas voir une autre Haïti. C'est ma peur intérieure. Ça me bouleverse intérieurement. Il y a toutes mes colonnes intérieures, je dirais, sont ébranlées à l'idée de mourir et de ne pas voir une autre Haïti. Vraiment, c'est ma plus grande peur. J'ai pas peur de la mort, moi, personnellement. Moi, j'ai dépassé ce stade de la mort. T'as quoi, Haïtien dit, c'est mourir. Vous avez la certitude de l'au-delà? Ah oui, moi, je pense que je suis là. Je sais pas pourquoi, mais je sais que je viens, je fais quelque chose et je dois m'en aller un jour. Mais vous savez que vous avez une mission. Moi, je sais pas. Vous êtes en plein dedans. Moi, je sais pas si j'ai une mission. Mais ça, c'est une mission. Vraiment, je sais pas. J'ai jamais pensé à moi en ces termes, en termes de mission, puisque le messianisme, un peu, j'en ai peur. J'en ai peur. On a eu des expériences atroces en Haïti. Je serai le dernier à faire la promotion de moi-même comme porteur d'une mission. Non. En fait, j'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de mourir sans voir une autre Haïti. Vraiment, j'ai peur de ça. Parce que s'il est vrai qu'il y a une vie au-delà de la vie, et c'est que quelque part je vais pouvoir contempler Haïti de là où je serai. Et maintenant, je mourrai encore une deuxième fois. Sur ce vaste éclat de rire, Dali Valet, je vous remercie infiniment. Vous m'avez enrichi, vous m'avez fait du bien. Merci vous m'avez comblé. Et au nom de mes téléspectateurs et en mon nom propre, je vous remercie 1000 fois et je vous renvoie avec respect. Amis téléspectateurs, Dieu vous bénisse.